Bonsoir à tous. Si pendant longtemps le corps d'un bébé était découvert à la naissance, les progrès offerts par l'échographie, aussi tous les moyens d'analyse des gènes, des chromosomes, de la morphologie, de la santé du bébé à naître pendant la grossesse, font depuis quelques années des corps embryonnaires, et on vient de le voir, mais aussi du corps du fœtus, un véritable patient. Immense progrès si c'est pour soigner ce petit patient, pour soigner sa mère aussi, et on a vu au cours de ces 50 dernières années d'immenses progrès sur une forte chute des décès maternels qui sont passés d'un milieu chaque année en 1946 par exemple, pour chuter à une cinquantaine chaque année dans les années 2000. Le suivi des grossesses est extrêmement médicalisé, particulièrement en France, avec un système de sécurité sociale généralisé. Et certains d'entre nous, nous devons notre vie à ces progrès. On annonçait en novembre 2014, une première en France, la naissance d'un enfant qui était opéré in utero à 5 mois de grossesse d'une malformation liée à la moelle épinière. Il s'agissait d'un spina bifida et je vous laisse découvrir les images. C'est ici, à l'hôpital Trousseau, qu'a eu lieu cette opération inédite en France. Le fœtus a été opéré dans le ventre de sa mère à 5 mois de grossesse. La petite fille est née il y a 10 jours. D'après les médecins, elle va bien, sa maman aussi. Voici l'opération qui a eu lieu en juillet. Elle a duré 2 heures sous microscope électronique avec 2 chirurgiens. Le bébé souffrait d'une grave malformation, le spina bifida, qui peut entraîner retard mental et paralysie. Concrètement, c'est une sorte de hernie située au bas de la colonne vertébrale, une excroissance dans laquelle s'échappe la moelle épinière. Les médecins ont ouvert la poche pour replacer la moelle épinière dans la colonne avant de refermer. Pour l'équipe médicale, le but est d'améliorer la qualité de vie de l'enfant. Le pronostic intellectuel est excellent puisqu'on va protéger le cerveau par cette intervention. Le pronostic au niveau de la moelle épinière, il est meilleur que ce qu'il aurait été si on avait fait cette chirurgie post-natale. Il va rester un certain handicap pour le bébé parce que même si on améliore les choses, on ne les guérit pas avec cette intervention. Quel sera le handicap de la petite fille? Il est trop tôt pour le dire. Chaque année en France, les échographies décèlent environ 800 cas de spina bifida. La plupart font l'objet d'une interruption de grossesse. Une quarantaine d'enfants naissent avec cette malformation. Alors, les opérations in utero sont délicates, encore rares. Il y en a environ 200 chaque année en France, en particulier pour débloquer les poumons, pour certaines pathologies cardiaques ou encore pour séparer des jumeaux dont l'un accapare les échanges nutritionnels. Mais comme on peut le constater dans ces images qu'on vient de voir, quant à l'annonce de la présence d'une pathologie comme le spina bifida, la plupart des parents optent pour une interruption médicale de grossesse, ce qui fait que les médecins ont peu l'occasion de proposer ce type d'opération qui pourrait pourtant à terme s'améliorer si on les pratique plus souvent. Aujourd'hui, le dépistage comme le diagnostic prénatal font partie intégrante du suivi des grossesses avec essentiellement 3 outils. L'échographie qui analyse la morphologie du fœtus, les tests biologiques par prise de sang qui vont évaluer une présomption d'une anomalie génétique ou chromosomique, utilisée principalement pour le dépistage de la trisomie. Et puis les prélèvements de cellules fœtales pour poser un diagnostic génétique plus précis, au-delà des risques et des présomptions. Le plus connu, c'est l'amniosynthèse, qui est la technique la plus utilisée, qu'il s'agit d'un prélèvement de liquide amniotique au 2e trimestre de la grossesse. Et on va obtenir les cellules du fœtus qui vont permettre d'établir une carte génétique, un karyotype, en décelant les anomalies génétiques ou chromosomiques, avec des risques de fausse couche évalués à entre 0,5 et 1%. Depuis 2009, des tests plus précoces sont systématiquement proposés à toutes les femmes enceintes dès le 1er trimestre et cela représente environ aujourd'hui 70% des tests de dépistage. Les prélèvements de cellules fœtales pour confirmer le diagnostic ne peuvent se faire par amniosynthèse parce que la grossesse est encore trop précoce et on va prélever des fragments du placenta avec des risques encore plus élevés de fausse couche qui se situent de 1 à 2%. Les diagnostics portés sur le fœtus peuvent conduire soit à des propositions d'avortement dits médicaux ou
IMG ou interruption médicale de grossesse, qui sont possibles en France jusqu'à la veille de la naissance. Si la malformation ou le handicap s'avère d'une particulière gravité, alors c'est une notion un peu floue, et s'il se révèle incurable au moment du diagnostic. Alors quand on connaît les progrès rapides de la science aujourd'hui, la question de l'incurabilité pose question. D'un point de vue médical, cela devrait attiser la recherche plutôt qu'une résignation. Et puis on voit des personnes qui naissent sourdes ou aveugles, et quelquefois ce n'est pas du tout curable, et pourtant elles ont toute leur place. 7000 interruptions médicales de grossesse sont pratiquées chaque année, un tiers pour des indications de trisomie. C'est l'anomalie la plus dépistable, la plus fréquente dans les dépistages. Et pourtant, il n'y a pas de recherche publique sur la trisomie, seulement des fonds privés. Et on connaît l'investissement fort de la Fondation Jérôme Lejeune sur cette recherche et la prise en charge de ces patients. 96% des diagnostics de trisomie conduisent à une IMG aujourd'hui en France. Et ces pourcentages sont pourtant moins élevés dans les autres pays. En général, avec moins de pression sur le dépistage. D'autres pathologies, il y en a plus de 250 qui peuvent conduire à une interruption médicale de grossesse, le spina bifida, la mucoviscidose, la myopathie et bien d'autres. Pour certaines pathologies, comme la myopathie de Duchenne par exemple, c'est 100% des fœtus qui sont diagnostiqués et qui subissent une interruption médicale de grossesse certaines années. Le diagnostic prénatal peut aussi préparer à une prise en charge postnatale. Et d'après l'Agence de biomédecine, qui est l'organisme qui contrôle ces pratiques, cela a concerné 6500 bébés en 2012, dernière statistique que nous ayons, à rapprocher des 822 000 naissances en France, je le dis pour les autres pays qui nous écoutent. Et là, on peut prendre en charge des pathologies cardiaques, ce qu'on appelle les becs de lièvre, les fentes labiales, la prise en charge aussi d'autres malformations, des malformations de membres et voilà, beaucoup d'autres pathologies. Dans un nombre très limité, vous avez vu, le DPN va aussi permettre une prise en charge in utero et ça pourrait se développer avec les moyens techniques qui sont à notre portée aujourd'hui. Ce qui est particulier avec l'enfant à naître, c'est que l'on va soumettre les parents à des questions existentielles à un moment où ils ne connaissent pas encore leur enfant à naître, qu'ils ne l'ont pas touché, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas câliné, ils ne l'ont pas embrassé. Et en fait, parce que l'échographie est simplement une photo, mais ils n'ont pas eu ce contact direct. Et ce diagnostic est posé alors que ni la médecine, bien souvent, ni les parents ne sont en capacité d'agir. Et c'est extrêmement violent pour les parents d'apprendre que leur enfant peut être porteur d'un handicap. Et ce n'est pas évidemment jamais ce qu'on souhaite pour ces enfants. Ils se sentent vraiment impuissants et la pression médicale et sociale est extrêmement forte, et particulièrement en France. L'ensemble des grossesses est contrôlé par échographie, qui sont à l'origine de 60% des interruptions médicales de grossesse. 83% des grossesses sont contrôlées par ces tests sanguins pour dépister la trisomie. Alors, ce qui se profile les prochaines années est inquiétant, puisqu'on a découvert que des cellules du fœtus étaient présentes dans le sang de la mère. Et par une simple prise de sang, on pourrait analyser, diagnostiquer des maladies chromosomiques génétiques, et ce qui devrait radicalement changer le paysage du diagnostic prénatal dans un avenir extrêmement proche. Pourquoi ? Parce que l'avortement aujourd'hui est autorisé en France jusqu'à 12 semaines de grossesse, hors handicap. Et donc, ces avortements pourraient être décidés sans une véritable évaluation médicale, sans suffisamment de recul. À Alliance Vita, nous constatons combien un grand nombre de grossesses aujourd'hui sont anxiogènes, c'est-à-dire source d'inquiétude, d'angoisse. Le diagnostic prénatal met une énorme pression sur les parents et particulièrement sur les mères, à un stade où elles sont en train, où elles ont même déjà investi psychiquement leur grossesse. Et c'est souvent toute une relation qui est mise à mal, vraiment un cataclysme intérieur quand le diagnostic se précise. Et nous sommes régulièrement appelés par des parents qui ne savent pas que penser des annonces qui leur sont faites et qui nous demandent conseil. Il faut dire que les parents sont confrontés à ces dilemmes douloureux, l'avortement étant souvent considéré comme une bonne pratique médicale, enfin une proposition médicale.
Des femmes nous témoignent parfois combien elles pensent attendre un monstre, c'est leur mot qu'elles disent. Une femme nous disait: quand on nous a donné la possibilité d'avoir recours à une IMG, je me suis imaginé des tas de choses horribles. Je rêvais d'un bébé avec une grosse tête complètement défigurée, en bref, d'un monstre. Quand mon bébé est né, en fait, il est mort après avoir été tué, ce sont ses propres mots. Toutes ces images ont disparu. Nous avons été marqués par la sérénité de son visage, par la finesse de ses petites mains et par la douceur de sa peau. Une autre nous disait aussi combien elle avait été étonnée de voir combien son petit bébé ressemblait à ses frères. Sentiment d'impuissance, mais aussi de grande solitude de ces couples qui sont confrontés à leurs propres peurs, à leurs doutes. Et cela peut occasionner de forts conflits au sein des couples et bien au-delà, des retentissements dans l'entourage assez loin. Le rôle du père, dans ces cas-là, est particulièrement important. Une femme aussi nous témoignait: je me suis confrontée à des peurs enfouies. Elle avait été diagnostiquée avec son bébé avec une trisomie. Donc ces peurs enfouies face au handicap, à la différence, au fait d'avoir un bébé qui ne me ressemblera pas, mais qui ressemblera à un autre trisomique. Suis-je un monstre? Serais-je capable de l'aimer? Serais-je assez forte, nous dit-elle, pour affronter ceux qui prônent que garder un enfant handicapé est inadmissible? Elle savait, elle l'a voulu, elle l'a eu. Et elle nous dit après comment, peu à peu, elle a pu, avec l'aide de son mari, de proches, recréer ce contact avec le bébé, le ressentir, rêver à son arrivée, mais elle dit à quel prix. On voit donc combien cela peut toucher des ressorts profonds, que cela demande du temps, de l'accompagnement pour dépasser ces ressentis douloureux. Souvent, ce temps n'est pas donné, et ce qui pourrait aider n'est pas là. On ne voit pas le bébé, on le présente surtout sous le handicap. Et puis, le soutien inconditionnel de la société n'est plus vraiment là, puisque c'est devenu un choix qui pèse sur les parents, d'accepter ou pas, et ça pèse lourd sur les parents. Après une interruption médicale de grossesse, eh bien, ce sont des accompagnements qui sont souvent difficiles à vivre pour la femme, le couple, la fratrie. Vous allez découvrir sur vos écrans François. François est porteur d'une trisomie 18. Sa maman, à qui l'on proposait une interruption médicale de grossesse et qui s'est battue pour attendre au maximum la naissance naturelle, m'a fait le cadeau de sa photo il y a quelques années, pour que j'en parle, et combien elle disait combien cela avait été consolant de le voir, elle m'a parlé de son enterrement, et aussi de ne pas avoir décidé de sa mort anticipée. Peut-on éliminer la fragilité sans conséquence? Une femme qui avait subi une interruption médicale de grossesse après un diagnostic de trisomie nous a témoigné combien la rencontre avec un jeune trisomique de 20 ans dans le même cours de dessin qu'elle suivait, quand elle l'a vu dessiner, parler avec les autres, ça a été un énorme choc, un révélateur douloureux, et qui lui avait renvoyé en pleine figure ce souvenir de son interruption médicale de grossesse. Depuis quelques années, ce sont des personnes handicapées elles-mêmes qui prennent la parole, qui peuvent souffrir, ressentir une remise en cause de la légitimité de leur propre vie quand elles constatent des décisions d'avortement pour des fœtus qui sont porteurs du même handicap. Je vais terminer par un diagnostic spécifique qui a été le sujet d'une grande polémique il y a quelques années lors du Téléthon. Donc le Téléthon se bat pour faire avancer la recherche sur la myopathie, et où l'on a présenté des bébétons, des enfants indemnes de la myopathie. En fait, ces enfants n'avaient pas été soignés, ces enfants étaient nés suite à un diagnostic préimplantatoire, ou DPI. En fait, cette pratique est autorisée en France et dans d'autres pays, mais en France depuis 1994, pour éviter la transmission de maladies génétiques héréditaires. Et on va concevoir par fécondation in vitro des embryons, prélever une cellule pour étudier les gènes, et ensuite on va éliminer les embryons susceptibles d'être porteurs du gène défectueux et ne réimplanter que les embryons sains. Alors, c'est une technique très lourde qui nécessite, on a calculé à peu près la création d'une trentaine d'embryons pour une naissance. 106 enfants sont nés en 2012, dernière statistique connue de cette pratique. Ils étaient 59 en 2009. Alors ça pose des questions importantes au niveau éthique, puisqu'on va éliminer des embryons, mais on ne les guérit pas. En conclusion, on constate combien la loi, les pratiques ont dessiné une culture à laquelle les personnes finissent par se conformer.
Les hommes, les femmes sont des êtres de relation et on voit combien la collectivité peut avoir d'influence sur eux. Et surtout que la conscience, la capacité à la réflexion éthique est atténuée par la pratique collective. Certains parents nous témoignent de réflexions blessantes, de personnes qui leur demandent comment leur enfant handicapé n'a pas été diagnostiqué. Voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pour autant le bébé zéro défaut? On sait combien de parents peuvent prendre soin de leur enfant quand le handicap survient accidentellement ou s'il se révèle après la naissance. Alors pour nous, il ne s'agit pas de juger les personnes, les parents qui finalement optent pour une interruption médicale de grossesse, quand on voit les peurs que le handicap peut susciter dans l'imaginaire. Mais il s'agit de mettre en lumière, de regarder aussi les dérives de notre système et d'entrer dans une prise de conscience. L'accueil du handicap peut être lourd, voire très lourd pour une famille, et cela nous met devant un défi personnel et collectif. Est-ce que nous savons être solidaires? Comment considérons-nous ces vies? C'est un défi social, mais aussi médical. On nous a témoigné de difficultés de prise en charge de certaines pathologies, je pense au spina bifida, à la myopathie, du fait de la rareté des naissances dans certaines régions de France. Et puis il y a ce cercle vicieux qui s'est installé entre la crainte des médecins d'avoir des procès de la part de parents, parce qu'ils n'auraient pas diagnostiqué un handicap, et puis cette pression dont je vous ai parlé, exercée par le diagnostic prénatal sur les parents. Pour justifier ces pratiques, on parle d'un eugénisme qui serait acceptable parce que individuel, selon un colloque singulier des parents avec le médecin, démocratique, parce que permis par la loi, différent d'un eugénisme étatique qui serait imposé. Mais n'est-on pas si loin en France quand l'État organise des dépistages systématiques? On peut se poser la question. D'autres vont plus loin en prenant l'avènement d'une humanité qui serait sans défaut. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne pas avoir de défaut? Et en développant encore plus ces techniques de sélection à travers notamment le courant transhumaniste qui prône un homme augmenté par la technique, tout puissant et sans fragilité. Voilà, je vous remercie de votre écoute.